Les titres de ce jeudi. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid s'entretient à Tokyo avec le chef du gouvernement nippon, Abe Shinzo, qui a salué le développement de la coopération économique entre les deux pays, ainsi que les progrès économiques, sociaux et humains réalisés au Maroc. Le premier sommet Russie-Afrique ouvre une nouvelle page des relations entre Moscou et le continent africain. Parmi les nombreux sujets abordés lors des panels, nous nous intéresserons à celui réservé au leadership des femmes et à leur place dans les relations russo-africaines. Le Maroc réalise un bond de 7 places au classement Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Le Royaume se hisse au 53e rang. Il atteint presque le top 50 mondial. Au niveau africain, le rapport souligne que le Maroc conserve sa 3e position. Nous terminerons avec la compagnie des musiques télescopiques qui est en tournée dans les instituts français du Maroc avec le ciné-concert spatial T60, un spectacle grand public avec des images d'archives que nous présentera Samia Halsi dans sa chronique culturelle. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, cet entretien entre Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid et le Premier ministre japonais Abe Shinzo, le chef du gouvernement nippon qui a salué le développement de la coopération économique entre Rabat et Tokyo, s'est également félicité des progrès économiques, sociaux et humains réalisés au Maroc. Les développements avec Rita Saha. Des salutations chaleureuses à l'image des très bonnes relations et liens étroits d'amitié et d'estime mutuelle entre Rabat et Tokyo. Aujourd'hui, au 3e jour de sa visite au Japon, Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a rencontré le Premier ministre japonais. Durant ces entretiens qui se sont déroulés à la résidence impériale d'Akasaka, Abe Shinzo a salué les progrès économiques, sociaux et humains considérables réalisés dans le royaume sous la conduite éclairée du souverain, ainsi que le développement constant de la coopération économique entre les deux pays. Le chef du gouvernement japonais a également remercié son illustre hôte pour sa participation à la cérémonie d'intronisation du 126e empereur du pays du soleil levant. Il y a 2 jours, Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, représentait en effet Sa Majesté Mohammed VI à cet événement exceptionnel. Une cérémonie marquante, à la fois solennelle et impressionnante, à laquelle ont pris part plus de 2000 invités venus de 180 pays. Âgé de 59 ans, Naruhito a donc succédé à Akihito, son père. Ce dernier avait abdiqué en mai dernier après 30 ans de règne sur son empire. Depuis 63 ans, Tokyo et Rabat entretiennent d'ailleurs des relations solides. En 1960, le Japon ouvre sa première ambassade au Maroc. 5 ans plus tard, le royaume dispose à son tour d'une représentation diplomatique à Tokyo. Depuis 1987, les deux familles royales ont d'ailleurs effectué de nombreuses visites officielles au Japon et au Maroc. Outre les excellentes relations diplomatiques, Rabat et Tokyo jouissent également d'un partenariat économique et commercial solide. Aujourd'hui, le Maroc représente une véritable porte d'entrée sur le continent pour le Japon, avec des investissements nippons dans le royaume en constante augmentation et plus de 70 entreprises japonaises implantées sur le territoire marocain. L'année dernière, les exportations du royaume vers le Japon avoisinaient d'ailleurs les 3,5 milliards de dirhams contre près de 2,5 milliards de dirhams pour les importations. Le premier sommet Russie-Afrique a ouvert une nouvelle page des relations entre Moscou et le continent africain. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine en clôturant l'événement, ajoutant qu'il fallait intensifier la coopération pour remplir les objectifs de Moscou. Une déclaration commune entre la Russie et l'Afrique a été signée pour conclure ce sommet, le premier du genre. Organisé depuis hier, la rencontre avait pour ambition de consacrer le retour russe sur un continent dont Moscou s'était largement retiré et où la majorité des échanges se font désormais avec la Chine ou les pays occidentaux. Et c'est le chef du gouvernement, Saïd El-Athmani, qui a représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI à ce premier sommet Russie-Afrique à Sotchi. La délégation marocaine comprenait également le ministre des Affaires étrangères qui a déclaré que le royaume est le 2e partenaire économique africain de la Russie. Je vous propose d'écouter Nassar Bourreta, il est au micro de Amina Ben Khalq. Le Maroc, dans ce partenariat, est un acteur important. D'abord parce qu'on est le 2e partenaire africain, économique africain de la Russie. Deuxièmement parce qu'il y a une tradition de coopération renforcée par la dernière visite royale en mars 2016 et la signature du partenariat stratégique approfondi entre Sa Majesté le roi et le président Poutine, et qui a tracé la voie à une coopération fructueuse et mutuellement bénéfique, et qui pourrait être aujourd'hui un modèle, une source d'inspiration pour ce que deviendrait la coopération russo-africaine.
Et parmi les nombreux sujets abordés lors des panels organisés lors de ce sommet de Sotchi, intéressons-nous à celui réservé aux femmes dans les relations russo-africaines. Le développement de l'entrepreneuriat et du leadership des femmes est une priorité dans toutes les régions du monde. Selon les prévisions, la pleine participation des femmes à l'économie permettra au PIB mondial d'atteindre 28 000 milliards de dollars d'ici 2025. Le reportage de nos envoyés spéciaux Amina Ben Khalq et Atman Mawade. Intégrer les femmes dans l'économie pourrait augmenter le PIB mondial de 28 billions de dollars en 2025. En rappelant ce chiffre, ces femmes leaders prouvent encore une fois la nécessité de la parité dans tous les domaines. Ce panel cherche également à briser des idées reçues sur la situation des femmes africaines. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple du Rwanda, où nous avons 64% de femmes dans le Parlement, qui fait déjà un record mondial, ça veut dire que notre combat est en train de donner fruit. Donc rencontrer les autres femmes et pouvoir comparer, parce qu'on a déjà les gaps de culture, ce qui est d'ailleurs un grand frein quand il s'agit de l'Afrique, mais que nous arrivons à surmonter. Il faut encourager les femmes à se lancer dans le commerce en facilitant leur intégration dans ce secteur. Cela vaut pour tous les domaines. Il faut également lui permettre d'être plus indépendante en mettant en place des garderies dans une majorité d'entreprises. Ces femmes de talent ont également pointé du doigt l'une des nombreuses injustices que subissent les femmes, comme les inégalités salariales. En Europe, à titre d'exemple, elles touchent 15% de moins que les hommes. La parité n'est pas qu'une question de droits humains. C'est aussi une opportunité, l'opportunité d'accélérer la croissance, car lorsqu'une femme a une vraie carrière ou un business, elle contribue à la dynamique économique. Une coopération économique fructueuse entre la Russie et l'Afrique ne saurait donc se faire sans l'implication des femmes. C'est l'idée que cherche à véhiculer ce forum sans précédent dans l'histoire des relations entre les deux parties. Et pour relever le défi du développement et du changement climatique, le continent peut compter sur un fort potentiel énergétique renouvelable. Certains pays l'ont bien compris. Ils multiplient les projets pour l'exploiter. Un panel a également été consacré à cette thématique. Un panel où l'expertise marocaine en matière d'énergie et des mines a été mise en avant. On retrouve nos envoyés spéciaux à Sotchi, Amina Ben Khalq et Atman Mawade. Dans ce panel archi-comble, l'expertise marocaine dans le domaine de l'énergie et des mines est partagée avec un groupe d'experts, de responsables politiques et d'investisseurs. Pour en parler, Aziz Erbah qui a expliqué tout le potentiel d'une industrie minière au Maroc de plus en plus attractive pour les investisseurs. Le Maroc se positionne en tant que hub pour les économies internationales, les grandes économies internationales, en particulier l'économie russe. Parce que les grandes économies sont en train de chercher des plateformes logistiques pour, disons, avoir des deals avec les marchés voisins. Et vu la position stratégique de notre pays, vu le climat des affaires, hier on a bien reçu le rapport de la Banque mondiale qui nous a fait gagner 7 points on doing business. Nous voulons accélérer nos relations avec le Maroc dans le secteur de l'industrie minière. Nous avons déjà eu l'opportunité il y a 5 ans de coopérer avec le Royaume dans ce domaine. Ces panels ont aussi été l'occasion pour le Maroc d'échanger avec d'autres pays africains autour des défis auxquels font face les secteurs de l'énergie et de l'industrie minière. Parmi ces challenges, la formation et le recours aux nouvelles technologies. Nous avons présenté l'expérience du Maroc à travers l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle en termes de smart grid et de digitalisation et comment cette nouvelle technologie va permettre de réduire le coût des énergies renouvelables et favoriser l'électrification rurale en Afrique. Il faut la question de la formation parce qu'on ne pouvait pas mettre des entreprises sans faire la formation locale. Donc il faut adiestrer, former des cadres africains sur place. Et on transfère la technologie, mais la transférence de la technologie doit être nationale avec les cadres nationaux. L'industrie minière africaine est l'une des plus importantes au monde, notamment en termes de production de plusieurs types de minéraux. C'est surtout un secteur qui draine 75% du total des investissements étrangers dans le continent.
Le Maroc réalise un bond de 7 places au classement Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Le Royaume se hisse au 53e rang. Il atteint presque le top 50 mondial. Au niveau africain, le rapport souligne que le Maroc conserve sa 3e position derrière l'île Maurice et le Rwanda. Les développements avec Oussama Bkhali. La publication du rapport Doing Business 2020 de la part de la Banque mondiale apporte une bonne nouvelle pour le Royaume. En un an, le Maroc réalise un bond de 7 places, se hissant à la 53e place sur 190 pays, au classement des pays où il fait bon faire des affaires. Leader de la région Afrique du Nord, 3e de la région MENA, ce score obtenu est dû notamment à l'adoption d'une série importante de réformes liées à l'environnement et au climat des affaires, assouplissant les démarches administratives et allégeant les frais divers. Les meilleures performances du Royaume, la création d'entreprises, l'attribution de permis de construire ou encore la protection des investisseurs minoritaires. Les axes d'amélioration concernent quant à eux l'enregistrement de la propriété, la résolution de l'insolvabilité ou encore l'attribution des crédits. Avec pareil résultat, le Maroc entrevoit déjà l'objectif fixé par le programme gouvernemental: faire partie des 50 meilleures économies du monde en matière de climat des affaires à l'horizon 2021. Et pour analyser ce classement, avec nous sur le plateau, Mehdi Fakher, économiste. Monsieur Fakher, bonsoir. Bonsoir. Alors, un bond de 7 places, c'est une belle performance. Quels sont les chantiers, les mesures qui ont permis au Maroc d'améliorer son climat des affaires ? Les chantiers qui ont permis au Maroc d'améliorer ce classement concernent principalement la simplification des procédures administratives, un meilleur accès à l'information publique et également des réformes législatives qui ont permis à notre corpus législatif de se hisser à celui et à la qualité des corpus et des législations à l'international, sans oublier bien sûr une performance importante en matière de numérisation et de digitalisation qui a permis vraiment aux investisseurs et aux usagers de pouvoir accéder et accomplir le maximum de procédures administratives de façon qui est très simplifiée. Alors, il y a 1 an et demi à peu près, Saadine Latmani, en présidant une réunion du Comité national de l'environnement des affaires, avait affiché ses ambitions en déclarant que parmi les objectifs du programme gouvernemental, c'est d'intégrer le top 50 de ce classement. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au Maroc pour rejoindre ce club très fermé des économies les plus compétitives ? Aujourd'hui, il est très important de constater que en matière de simplification des procédures, en matière de c'est-à-dire re-engineering des procédures de façon générale et en matière de réforme législative, le maximum a été fait. Il faut bien sûr achever et parachever ces réformes et ces chantiers, mais le plus important, c'est aller un peu plus loin dans la manière avec laquelle nous réformons nos textes. Il faut des réformes qui sont plus profondes, plus audacieuses et surtout des réformes qui vont permettre une meilleure attractivité pour l'investisseur. Aujourd'hui, il n'est pas du tout suffisant de constater que les procédures sont simples, ils sont faciles, accessibles. Et il faut permettre aujourd'hui de donner l'appétit à l'investisseur, que ce soit au Maroc comme étranger, pour pouvoir croire en l'économie marocaine et croire en nos capacités et en notre potentiel en tant qu'économie émergente. Et là, c'est un saut qualitatif qu'il nous faut. Alors, nous sommes dans un contexte particulier puisque la nouvelle feuille de route budgétaire est en cours de validation. Est-ce que le PLF est en mesure d'apporter des solutions à cette problématique, à ces problématiques que vous venez de citer ? Un projet de loi de finances à lui seul ne pourrait répondre à de telles problématiques. C'est des réformes qui s'inscrivent dans le temps et dans la durée. Mais est-ce que celui-ci pourrait y contribuer ? Partiellement, ne serait-ce, parce qu'il permet, à travers bien sûr des ambitions qui sont affichées, à travers une expression, d'intention de la part de l'exécutif de s'inscrire dans une démarche, dans une stratégie qui est déjà initiée. Bien sûr, les allocations budgétaires, plutôt récemment, le re-engineering de l'exécutif a permis de constater que le Maroc veut aller plus loin, notamment en affectant la réforme administrative au ministère des Finances et de l'Économie. C'est une manière de dire qu'il faut activer et accélérer les réformes et surtout, nous sommes bien sûr en pleine réforme et en pleine réflexion pour un nouveau modèle de développement qui, à lui seul, bien sûr, va permettre bien sûr de tracer une meilleure ligne de route et de marquer les grandes lignes et les traits et les caractéristiques vraiment de la problématique de l'effort de développement à l'avenir et surtout de l'action de l'État en la matière. Mehdi Fakher, merci pour cet éclairage.
Économie toujours et direction à présent Dakhla où les travaux du Forum d'affaires Maroc-France sont ouverts aujourd'hui avec la participation de plus de 300 opérateurs économiques. Cette première journée a été marquée par la signature de 2 conventions portant sur les infrastructures et l'auto-entrepreneuriat. C'est un reportage de Mamadou Diaye. Voir l'avenir en grand, c'est dans cette optique que s'inscrit la région de Dakhla. De par sa position géographique stratégique, trait d'union entre le reste du royaume et l'Afrique subsaharienne, Dakhla a de quoi convaincre les 300 investisseurs présents à ce forum d'affaires Maroc-France. On sait que Dakhla est une grande ville pour la pêche au poisson. Et pour nous, nous avons beaucoup d'industriels qui sont dans le poisson et ça nous intéresse. On industrialise d'ailleurs déjà quelques entreprises sur Dakhla et sur le Maroc. Ce rendez-vous d'affaires ambitionne de booster la croissance économique de la région à travers ses différents secteurs, de la pêche au tourisme, en passant par l'agriculture, les services et la logistique. Dakhla enregistre un taux de croissance en moyenne annuelle de 7,8%. À cela s'ajoute un plan de développement économique régional d'une puissance de 23 milliards de dirhams. Dakhla aujourd'hui est ouverte, elle est là, elle écrit la bienvenue à tous ces investisseurs. Et bien sûr, tout cela, ça consolide la politique et la stratégie de développement qui a été lancée, initiée par Sa Majesté le Roi. Il y a un potentiel extraordinaire dans ces provinces marocaines et c'est de les faire connaître aux entreprises françaises particulièrement, de façon à ce qu'elles puissent accompagner le développement marocain. Ce forum d'affaires, 3e du genre au Maroc, réunit des opérateurs économiques français, marocains, d'autres pays africains et asiatiques, est aussi l'occasion de matérialiser des initiatives de développement, cela à travers la signature de 2 conventions majeures relatives à la promotion et la commercialisation de parcs logistiques de Guerguerat et de Birgandouz, d'une part, et la promotion pour le développement de l'auto-entrepreneuriat, d'autre part. Mettre en place un dispositif pour l'effectivité du droit constitutionnel à la parité, l'association Jossor, Forum des femmes marocaines, entame la 3e phase de son projet pour la promotion de la représentativité politique des femmes. Une campagne nationale pour la parité a été lancée aujourd'hui. Les explications dans ce reportage de Jada Berdan El Mouloudi Zindine, le récit est de Oussama Bkali. Un message fort, c'est ce que viennent de lancer aujourd'hui ces artistes intellectuels, chercheurs, membres de partis politiques et syndicats. Lors de cette mobilisation exceptionnelle, tous ensemble on prônait la parité. Je suis optimiste, oui, parce que pour avoir eu autant de gens qui se sont impliqués, autant de signatures, autant de gens qui ont été sensibilisés et qui ont répondu présent, oui, bien sûr, on peut qu'être optimiste. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix, il faut bouger, il faut faire des choses. L'objectif de cette campagne, organisée notamment par l'association Jossor et la fondation Friedrich Ebert, promouvoir la représentativité politique des femmes. Les initiateurs du projet, qui en est d'ailleurs à sa 3e phase, espèrent des résultats probants à l'horizon 2030. Et la raison n'est pas de moindre. Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e phase de ce projet et nous accompagnons le lancement d'une campagne nationale. De nombreuses actions devraient être menées tout au long de l'année. Une charte a d'ailleurs déjà été signée par de nombreux décideurs. Un document basé sur la Constitution qui fait de la parité une priorité. Arrêtons-nous à présent sur ce scandale qui suscite l'indignation des habitants de l'Isesfa à Casablanca et ce ne sont pas les seuls. Une affaire présumée de pédophilie. Les autorités de la ville ont arrêté et présenté devant la justice dimanche dernier un cinquantenaire soupçonné d'avoir sexuellement agressé plusieurs jeunes filles âgées entre 6 et 10 ans. Pour le moment, 7 fillettes ont été auditionnées par la police et ont confirmé les faits qui se seraient déroulés tout au long de l'année. D'après le tissu associatif du quartier chargé de venir en aide aux familles, elles seraient beaucoup plus nombreuses à avoir été violées. L'enquête est toujours en cours et nous reviendrons plus en détail sur cette affaire lors de nos prochaines éditions. C'est un geste essentiel pour les soins d'urgence, le don du sang. L'an dernier, 1% seulement des Marocains ont donné leur sang, un chiffre loin des 3% recommandés par l'OMS pour répondre aux besoins. Pour encourager la culture du don, une collecte a été organisée à Tanger. Reportage Falid Reitou, le récit est de Salim Abdelapou. Il a sacrifié quelques minutes de son temps de travail pour donner son sang, à l'image de la centaine de salariés qui a fait le déplacement par civisme avec cette envie d'aider les autres.
C'est une manière pour nous d'encourager le don du sang et d'encourager toutes les personnes qui ont peur de passer à l'acte et leur prouver qu'il n'y a aucun risque et que tout se passe pour le mieux. Je suis venue ici pour livrer ma marchandise et je suis tombée par hasard sur la campagne. C'est une très belle initiative, je tenais à y participer. À l'origine de cette campagne, une grande entreprise de transport routier. La direction a organisé cette journée de collecte pour soutenir le don du sang et dans le même temps répondre à la demande de plus en plus croissante du Centre national de transfusion sanguine qui doit difficilement gérer le quotidien et faire face aux imprévus. Mes vifs remerciements vont directement au Centre national de transfusion sanguine qui a déployé des efforts mais vraiment salutaires. Notre objectif majeur donc, est de nous inscrire dans la continuité pour consolider l'esprit citoyen. 100 poches de sang ont ainsi été collectées, une goutte d'eau dans l'océan qui rappelle que les dons sont plus que jamais nécessaires. 45 minutes de votre temps dans l'un des centres de transfusion sanguine peut sauver 3 vies. C'est l'heure à présent de voyager et de décrypter l'actualité culturelle avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Halissi. Samia, bonsoir. Bonsoir, Estelle. Alors, on commence avec un mélange très surprenant, un ciné-concert spatial. Tout à fait, Hassan. Le ciné-concert spatial T60, de prime abord, ça semble effectivement très surprenant et complètement inaccessible, mais il part d'un constat assez simple. Il suffit en fait de mettre un télescope devant les yeux pour être transporté à l'endroit où on regarde. C'est d'ailleurs de cette façon que depuis des siècles, l'homme scrute l'univers et voyage dans l'espace. Et le temps de la musique jouée en live et composée pour ce film, ça accentue ces sensations vertigineuses grandioses, quelquefois même insondables, et donc d'un film assemblé à partir d'images d'archives de la NASA et du travail du vidéaste Jérémy Samoyo, la compagnie des musiques télescopiques réalise à travers ce ciné-concert un voyage sensationnel à mi-chemin entre poésie musicale et visuelle, un voyage dans l'univers avec la musique pour principal fil conducteur. Ils étaient en concert depuis le 11 octobre dans les instituts français. Dernier rendez-vous demain à Rabat, donc vous pouvez y aller. Et Isa Sharqi et Mohamed Chihima les ont rencontrés pour nous à Marrakech. On regarde. Réaliser un voyage dans l'espace tout en musique, c'est ce que propose ce groupe qui allie art et science. Grâce à un film assemblé à partir d'images de la NASA et une musique aux influences rock, les artistes transportent l'auditoire sur d'autres planètes et donnent vie à cet imaginaire spatial. C'est un ciné-concert en fait qui est, où on mêle la musique et l'astronomie pour donner un petit peu de sensations grandioses aux images que l'on diffuse des planètes et de l'univers. Un voyage sensationnel fait de poésie musicale et visuelle, mais surtout une nouvelle approche pour aborder les sciences de l'univers qui n'a pas manqué de fasciner le public présent. C'est vraiment très fabuleux de voir l'histoire de l'univers et écouter une belle musique. Pour moi, c'est une nouvelle approche pour faire connaître les sciences de l'univers à travers l'art. Extraordinaire découverte, donc ce spectacle qui est magnifique, qui est extrêmement original. Ça a vraiment donné l'occasion de donner un petit peu la dimension de l'humain par rapport à l'univers. La compagnie des musiques télescopiques à l'origine de ce concert est un laboratoire de recherche extra-musicale qui, depuis 2011, tente à travers ses créations de rapprocher le monde artistique et scientifique, souvent opposé à tort. Place à présent, Samia, à l'événement universel de l'année, l'exposition Léonard de Vinci qui a démarré aujourd'hui à Paris, au musée du Louvre. Alors l'année 2019, Ihsan, marque le 5e centenaire de la mort de Léonard de Vinci en France, ce qui revêt une signification particulière pour le Louvre qui possède la plus importante collection au monde de peintures de Léonard de Vinci ainsi que 22 dessins. Le musée trouve en cette année de commémoration l'occasion de rassembler autour des 5 tableaux essentiels qu'il conserve, à savoir la Vierge au rocher, la Belle Ferronnière, la Joconde, qui reste dans la salle où elle est habituellement exposée, le Saint Jean-Baptiste et la Sainte-Anne, la plus grande part possible des peintures de l'artiste. Et en raison de la forte affluence attendue, l'exposition Léonard de Vinci, qui s'est ouverte aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'au 24 février, ne sera accessible que sur réservation d'un créneau horaire
pour offrir un meilleur confort de visite, Ihsan. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai beaucoup de choses à faire avec vous, Samia. Alors, on poursuit avec de la musique et le festival Mouguer Jazz qui a ouvert hier soir. C'est un festival qui promeut non seulement le jazz, Ihsan, mais l'état d'esprit du jazz avec des valeurs de liberté de pensée, d'ouverture d'esprit, de partage, de tolérance, de paix et de dialogue interculturel. Un jazz métissé et européen. C'est ce que propose le festival Mouguer Jazz. Hier soir, c'est Ayman Koucheina, 24 ans, originaire d'El Jadida, étudiant en marketing et passionné de jazz, qui a ouvert le bal. Sa musique a des accents de musique du monde, à la fois occidentale et orientale. Et l'événement se poursuit jusqu'au dimanche soir. Après Robert De Niro l'année dernière, le Festival international du film de Marrakech rend hommage à une autre légende hollywoodienne cette année. Effectivement, Ihsan, Robert Redford, réalisateur, producteur et acteur américain, ardent défenseur de l'environnement, confirme sa présence pour la 18e édition du Festival international du film de Marrakech qui se tient du 29 novembre au 7 décembre prochain dans la ville Ocre. Et on termine, Samia, avec vos propositions de sortie et votre agenda. Et on commence avec un spectacle haut en couleur. Ihsan, la cantatrice de flamenco Rocío Márquez, se produit demain soir à l'Institut Cervantes de Casablanca. Demain soir, toujours, le quartet Ator Plectrum donne un concert au Théâtre Italia à Casablanca. Si vous aimez la nature, l'art et la poésie, ne ratez pas l'état d'urgence poétique à partir de demain et jusqu'au 16 novembre au Jardin d'essais botaniques à Rabat. La Fondation Farid Belkahia donne carte blanche à l'artiste Hassan Hijaj du 26 octobre au 14 décembre à Marrakech. Une exposition à ne pas rater. La pièce de théâtre Forum le 28 octobre au Centre culturel Agdel à Rabat. Les lectures dessinées du récit d'Agatha Christie, la romancière et l'archéologue, un merveilleux voyage en Orient jusqu'au 29 octobre dans les instituts français de Tanger, Tétouan, Meknès et Fès. Et enfin, Tamino, qui devait se produire demain soir au Rialto, reporte son concert au 29 novembre pour des raisons de santé, Ihsan, et toujours au même endroit, au Rialto. Merci Samia, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, cet entretien entre Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et le Premier ministre japonais Abe Shinzo, le chef du gouvernement nippon, qui a exprimé ses remerciements à Son Altesse Royale pour sa participation à la cérémonie d'intronisation de Sa Majesté l'Empereur Naruhito, a salué le développement de la coopération économique entre Rabat et Tokyo. Il s'est également félicité des progrès économiques, sociaux et humains réalisé au Maroc. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Sana Rahimi demain à cette même place, Mehdi Soufiane. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.